Hello! Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui s'intéresse aux bases d'interprétation de l'ECG. Elle contient la majorité des notions qu'il faut connaître pour commencer une interprétation. Pour comprendre l'analyse d'un ECG, la première étape est de comprendre l'électrophysiologie cardiaque. Il faut savoir que l'activité électrique du cœur, son but est d'induire une contraction du cœur. Cette activité est la somme d'activité électrique de toutes les cellules du myocarde. Commençons par comprendre le mécanisme de la dépolarisation d'une cellule myocardique. À l'état de base, la cellule myocardique, comme toutes les cellules de l'organisme, est polarisée. Ça veut dire qu'elle contient des charges négatives à l'intérieur et positives à l'extérieur. La dépolarisation cellulaire correspond à l'entrée des charges positives et la sortie des charges négatives par les pompes ioniques. Ça commence par la première cellule myocardique jusqu'à la dernière cellule myocardique. Et c'est ce qui donne la contraction myocardique qui correspond à la systole. Puis il faut savoir que la dernière cellule qui s'est dépolarisée, c'est la première à se repolariser, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la première qui s'est dépolarisée. Et cette phase va donner le relâchement musculaire correspondant à la diastole. Alors, ceci est enregistré par un potentiel d'action constitué de 5 phases. Dans la dernière, la quatrième phase est spécifique au cœur. La première, la phase 0, c'est la dépolarisation rapide, suivie d'une petite repolarisation, puis la dépolarisation lente, et enfin la repolarisation principale. Mais la quatrième étape, la dernière étape, est spécifique au cœur. C'est la phase de dépolarisation spontanée lente. Elle est spécifique au cœur parce qu'elle lui donne sa notion d'automatisme. Le cœur, c'est le seul organe qui ne revient pas en potentiel de repos. Il est toujours en potentiel d'action successif, grâce à cette quatrième étape. Parlons de propagation de l'influx électrique au niveau du cœur. Comme vous le voyez dans ce schéma, le principal pacemaker du cœur où c'est né l'influx électrique est le nœud sinusal, situé entre l'abouchement de la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Puis l'influx électrique se dirige de droite à gauche et de haut en bas, arrivant au nœud auriculo-ventriculaire, ou le nœud d'Ashōfetawara, qui se trouve dans la partie basse de la cloison interauriculaire. À ce niveau, l'influx électrique transite directement au niveau du faisceau de His, qui se divise en deux branches. La branche droite destinée au ventricule droit et la branche gauche destinée au ventricule gauche. La branche gauche ensuite se divise en deux hémibranches, l'hémibranche antérieure gauche et l'hémibranche postérieure gauche. Ces deux hémibranches et la branche droite vont donner à la fin un petit filet nerveux qui forme le réseau de Purkinje. L'électrocardiogramme va représenter l'ensemble de ce trajet de la conduction électrique, selon une loi bien spécifique, la loi de l'unipolaire. Cette loi consiste que si le courant électrique s'enregistre vers l'électrode de droite à gauche et de haut en bas, il dessinera une onde positive. Mais si l'influx électrique s'éloigne de l'électrode où on enregistre, de haut en bas et de gauche à droite, ça va donner une onde négative. Alors, maintenant parlons de l'ECG standard conventionnel. C'est un appareil qui contient 10 électrodes, 4 au niveau des membres et 6 au niveau précordial. Il y a plus d'électrodes en réalité, mais le standard il contient juste 10. Cet appareil enregistre les variations de potentiel entre les électrodes sur un support papier millimétrique standard, selon un étalonnage bien précis. D'habitude, la vitesse de déroulement du papier est de 25 mm par seconde, ce qui correspond au tout petit carreau de 0,04 millisecondes. Et en horizontal, le voltage est réglé selon 10 mm est égal à 1 mV. Ça veut dire que le tout petit carreau correspond à 0,1 mV. Alors, maintenant les dérivations. Normalement, on a 18 dérivations, mais dans l'ECG standard, on utilise juste les 12 dérivations.
les dérivations frontales et précordiales. Il y en a d'autres dérivations dorsales, droite et atriale, mais elles sont rarement utilisées et selon des indications bien précises. Comment trouve-t-on les dérivations frontales? On a les quatre électrodes au niveau des membres. Le rouge, on le met dans le membre supérieur droit, le noir au niveau du membre inférieur droit, le vert au niveau du membre inférieur gauche et le jaune au niveau du membre supérieur gauche. Il y a une petite astuce pour mémoriser. Rien ne va jamais. Rouge, noir, vert, jaune. Puis, qu'est-ce que ça veut dire une dérivation? C'est la différence de potentiel entre les deux électrodes. Alors, entre le rouge et le jaune, ça sera D1. Le rouge et le vert, ça sera D2. Entre le jaune et le vert, ça sera le D3. Ces trois, D1, D2, D3, s'appellent les dérivations frontales bipolaires. Puis, du cœur vers le rouge, on aura AVR. R, c'est right en anglais. Du cœur vers le jaune, AVL. L, c'est left en anglais. Et du cœur en bas, ça sera AVF. F, c'est foot en anglais. Ces trois-là, c'est les dérivations frontales unipolaires. On a en tout 6 dérivations frontales. Puis, on a 6 dérivations précordiales. Le V1 est situé au niveau du 4e espace intercostal droit et le V2 au niveau du 4e espace intercostal gauche, toutes les deux en parasternal. Le V4 au niveau du 5e espace intercostal gauche au niveau de la ligne médioclaviculaire. Le V3 se situe entre les deux, V2 et V4. Le V5 toujours au niveau du 5e espace intercostal gauche au niveau de la ligne au niveau de la ligne axillaire antérieure et le V6 au niveau de la ligne axillaire moyenne. Alors, comme je viens de le dire, il y a d'autres dérivations, dorsales, droite et atriale, mais rarement utilisées. Les dorsales, ce sont la V7, V8 et V9. Droite, on a V3R, V4R, V5R et V6R. Atriales, elles sont vraiment rarement utilisées. C'est Lewis, MCL1, mais elles sont délaissées. Maintenant, partons au double triaxe de Bailey. Il faut toujours l'avoir en tête parce qu'il est vraiment important pour trouver l'axe du cœur. Il représente les dérivations frontales. Alors, on a l'axe du cœur est situé entre 0,90 degrés, ça veut dire entre D1 et AVF. Le D1, il est en 0 degrés, AVF en 90 degrés, D2 en 60 degrés, D3 en 120 degrés, l'AVL en moins 30 et l'AVR en moins 150. Alors, l'axe du cœur est normal entre D1 et AVF. Puis, en AVF à D3, on dit que l'axe est dévié à droite. De D3 jusqu'à AVR, on dit que l'axe est dévié en hyperdroit. Et de D1 en AVR, il est dévié à gauche. Voici un tracé d'un cycle complet d'un sujet normal. On avait dit que la dépolarisation commence par les deux oreillettes, de droite à gauche et de haut en bas. Quand il y aura une dépolarisation des deux oreillettes, on aura l'onde P, qui s'appelle encore l'auriculogramme. Cette onde doit être positive en D1, D2, D3 et AVF, doit être négatif en V1 et AVR, doit précéder chaque QRS. Sa durée est inférieure à 0,12 secondes, son hauteur est inférieure à 2 mm et sa morphologie doit être arrondie. S'il y a un changement, ça sera pathologique. L'espace PR, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Elle doit être sur la ligne isoélectrique et sa durée entre 0,12 et 0,2 secondes et doit toujours être régulière. Puis on a le complexe QRS qui correspond à la dépolarisation des deux ventricules. Dépolarisation ventriculaire. Ça commence par le Q, qui correspond à la dépolarisation du septum interventriculaire, et S, qui correspond à la dépolarisation de la partie basale des ventricules. Sa durée doit être inférieure à 0,08. Ça veut dire qu'il doit être fin. Il faut aussi savoir que l'onde R est toute petite en V1 et elle grandit en V2, puis ensuite elle augmente d'amplitude jusqu'à V6 où elle est maximale. Et pour T, c'est le contraire. Elle est grande en V1
et diminue d'amplitude jusqu'à presque disparaître en V6. En V3, ça sera égal. R et T. Puis on a l'intervalle QT qui correspond à l'activité électrique des deux ventricules, la dépolarisation et la repolarisation. Et nom de T qui correspond à la repolarisation ventriculaire. Elle doit être positive dans toutes les dérivations sauf AVR et ne doit pas être plus grande que la moitié du QRS. Maintenant, on a toutes ces notions de base en tête. Comment commencer à interpréter un ECG? Tout d'abord, on commence par la fréquence cardiaque. Il y a 4 méthodes de calcul de fréquence cardiaque. Les 3 premières méthodes, elles s'appliquent en cas de fréquence régulière et la 4e méthode, c'est la seule qu'on peut appliquer en cas de fréquence irrégulière. Il y a la méthode usuelle, la méthode mathématique, la méthode de la règle et la méthode des 6 secondes. La méthode usuelle, c'est une méthode d'apprentissage. On doit apprendre, par exemple, on prend en D2 l'espace entre 2 QRS. Et puis un carreau, ça sera 300. 2 carreaux, 150. 3 carreaux, 100. 4 carreaux, 75. 5 carreaux, 60. On apprend comme ça. Par exemple, ici, il y a 3 carreaux, alors ça sera 100 battements par minute. La méthode mathématique, c'est qu'on prend le nombre de carreaux entre 2 QRS. On divise 300 par le nombre de carreaux entre 2 QRS. Ici, il y a 3 carreaux, alors 300 divisé par 3, ça sera 100 battements par minute. La méthode de la règle, elle est très facile. Il y a une règle qui s'achète, on l'applique directement, on trouve le chiffre. Et la méthode des 6 secondes, c'est que le nombre de QRS le nombre de carreaux en 6 secondes, ça sera 30. Alors on calcule le nombre de QRS dans 30 grands carreaux. Par exemple, ici, il y a 10 QRS en 30 gros carreaux et on la divise par 10. On trouve 100 battements par minute. Puis, faut connaître le rythme. D'abord, il faut remarquer si le rythme est régulier ou irrégulier. Et puis, il faut savoir si le rythme est sinusal. On a 3 critères pour savoir si le rythme est sinusal. L'onde de P doit toujours être présente avant chaque QRS. Elle doit être positive en D1, D2, sauf V1 et AVR. Et le PR doit être constant et normal. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un sous ou un sus décalage. Et enfin, faut savoir trouver l'axe du cœur. Pour l'axe du cœur, par exemple, on voit s'il est positif en D1 et en AVF. S'il est positif, ça veut dire qu'il est dans l'axe normal du cœur. Et il sera logiquement aussi positif en D2. Puis on voit où il est le plus positif. S'il est en D1 ou bien en AVF. Par exemple, ici, il est plus positif en D1. Alors, l'axe sera normal et dévié vers D1. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'axe n'est pas normal. Il est dévié soit à droite, soit à gauche, soit à l'extrême droite. Je vais préciser ça dans les autres vidéos de l'ECG pathologique. J'espère, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos de l'ECG pathologique que je vais vous préparer. Et merci.